Bonjour à tous, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité boursière et l'actualité boursière est particulièrement dense en ce moment. Franklin, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Je suis étonné, vous êtes content parce que le marché baisse, c'est ce que vous me confiez juste avant d'entrer sur ce plateau. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez, quand on construit une maison, il faut que les fondations soient solides et qu'elles soient bien sèches. Alors on a fait 20% de hausse en 2 mois. Et ben là, on va laisser un petit peu les choses se stabiliser, on va consolider, on va prendre quelques bénéfices. On ne pouvait pas monter en ligne droite indéfiniment. C'est jamais bon en tout cas, plus dur est la chute. Il vaut mieux construire step by step. Alors on va s'intéresser aux raisons de cette baisse. Il y a une raison qui semble évidente, elle s'étale un peu partout dans les journaux, c'est l'Égypte. Est-ce que c'est ça la raison fondamentale ? Oui, on est revenu à l'économie politique, où on a des forces en géopolitique qui font qu'aujourd'hui on peut prendre peur. Il y a des zones d'embrasement qui sont possibles. Quel est le danger avec l'Égypte d'un point de vue économique ou géopolitique ? Alors, avéré ou non, tout le monde parle du canal de Suez. La fermeture momentanée du canal de Suez aurait une incidence sur le pétrole, aurait d'autres complications, et puis ce serait surtout aussi des reprises, que ce soit en Afrique du Nord ou dans d'autres zones de cette crise, et surtout le rôle modérateur qu'a pu jouer l'Égypte au Moyen-Orient, et c'est ça qui fait un petit peu peur aux investisseurs aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un peu comme un zoom, il y a des plans, des arrière-plans, et c'est en économie et en bourse pareil. Là, c'est la géopolitique qui s'impose au premier plan. Oui, tout à fait. La géopolitique, on a laissé un petit peu les résultats. On est toujours dans une période de publication. On est toujours dans une période où on a des indices qui sortent tous les jours, toutes les semaines, plus ou moins bons. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et c'est vrai que là, on a eu une entrée fracassante de l'Égypte dans le paysage. Et c'est ça donc qui augmente l'indice de peur, le fameux VIX qui mesure la volatilité, plus que le mauvais PIB américain, vous diriez, qui est tombé vendredi 3,2 au lieu de 3,5 attendu ? Oui, alors 3,2 au lieu de 3,5, 2,6 en novembre, donc quand même une bonne tenue de celui-ci. En plus, dans ses composantes, les stocks étaient relativement importants. Donc ça a été plutôt bien absorbé toute la séance, une partie de la séance, et puis les choses ont commencé à dégénérer en fin d'après-midi. Ça, effectivement, ça n'était pas très important. On a regardé autre chose et les marchés se sont un petit peu embrasés sur cet indice de peur dont vous parlez, qui a progressé vendredi de plus de 24%, et où l'aversion au risque est revenue là aussi sur le devant de la scène. Alors, il y avait aussi d'autres petits nuages noirs. On est en pleine période de publication des résultats trimestriels aux États-Unis. On a vu Ford, on a vu également Amazon qui ont fortement déçu vendredi, alors que ça se passait plutôt bien, ces publications. Oui, tout à fait. On a eu 2 déceptions, sanctionnées immédiatement par les marchés, moins 13, moins 7, 8%. Mais faisons un premier bilan de ces publications. On en est à peu près sur les États-Unis à 183 publications pour le moment. 136 d'entre elles battent le consensus. Donc on est encore dans la même logique que les trimestres qui succédaient en 2010. On est toujours sur cette dynamique de reprise et de croissance plutôt excellente. Donc on devrait continuer de surfer sur ces bons résultats. États-Unis toujours, pour clore le chapitre américain, on s'inquiète du niveau de dette. Le plafond de verre se rapproche. Oui, il se rapproche. L'échéance, c'est la première partie du mois de mai où le niveau d'endettement maximum toléré par les statuts et par la législation serait atteint. Donc il faut que on rappelle le Congrès... ce montant. Il est de l'ordre de 16 000 milliards. 16 000 milliards, 16 trilliards. On est au trilliard maintenant. On est à 14 000 milliards actuellement à peu près. Donc ça, c'est un danger aussi, une cote d'alerte, parce que ça veut dire qu'on va avoir encore des tractations entre conservateurs, entre républicains et démocrates. On va avoir toutes sortes de tractations. C'est vrai que c'est grave, parce que le jour où vous ne pouvez plus émettre, ça veut dire que vous ne pouvez plus payer les fonctionnaires, vous ne pouvez plus payer les indemnités de chômage, vous êtes complètement bloqué, vous êtes en cessation de paiement. Alors oui, ça a une importance majeure dans les tractations politiques, puisqu'il commence à se susurrer sur les marchés qu'on pourrait, pour obtenir un accord, renoncer au fameux QE2, considérant qu'aujourd'hui la donne est suffisante et les résultats sont suffisamment bons pour qu'on n'ait plus besoin de mettre ces dizaines, ces centaines de milliards dans l'économie. Un peu d'espace, un peu d'oxygène. Ça redonnerait de l'espace, ça redonnerait de l'oxygène. Enfin, pas à tout le monde, c'est-à-dire que pour les bourses, ça serait un peu un appel, ça mangerait l'oxygène au contraire. Alors,
Pour les bourses, ça mangerait carrément l'oxygène. C'est clair que du coup, les bourses le prendraient mal, mais c'est vrai que ça permettrait à Obama de faire passer les nouveaux plafonds autorisés de dette et de ratios jouables. On sent que même si la géopolitique est au premier plan, à l'arrière-plan, il y a ce problème de dette qui continue. Le FMI qui a distribué des notes aussi la semaine dernière. Voilà, bons et mauvais élèves. Alors, l'Allemagne, bien sûr, la France, l'Espagne, quelques-uns comme ça, dans les bons élèves. On est surpris quand même. C'est quoi? C'est la tendance plutôt que le résultat, parce que l'Espagne, la France... Oui, ça doit être plutôt une tendance. En tout cas, eux sont dans les bons élèves. Et puis, on avait les États-Unis qu'on évoquait à l'instant, le Japon et le Brésil, qui sont considérés comme ne faisant pas suffisamment d'efforts pour réduire Japon, dont la note de la dette a été dégradée aussi la semaine dernière. Voilà, le Japon a été dégradé. Moody's vient de dégrader ce lundi l'Égypte. Effectivement, et avec surveillance négative, donc ça devrait continuer. Tiens, on n'a pas parlé de l'Extrême-Orient, on a parlé du Moyen-Orient, mais pas de l'Extrême-Orient ce matin. Oui, écoutez, les bourses aujourd'hui sont à nouveau bien orientées dans cette zone. On aura le nouvel an chinois dans quelques jours, mais c'est vrai que... Ça a un impact, ça, sur la psychologie boursière? Je ne pense pas que ça aura un impact majeur. Bon, et dans l'agenda, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? On aura les chiffres du chômage encore vendredi. On a d'autres indicateurs économiques intéressants, mais je pense que là, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, on va les mettre un petit peu pour le moment en second plan et on va regarder d'abord le règlement du problème égyptien avant d'être plus serein. Bon, on reste braqué les yeux, en tout cas les braqués sur le Caire. Merci Franklin, on refait le point la semaine prochaine. Merci. On est en plein cœur de l'actualité avec Cyril Poncet. Bonjour Cyril. Bonjour Thomas. Puisqu'on parle aujourd'hui de Carrefour, et ça tombe bien parce que Carrefour fait la une de la presse économique. J'ai envie de dire, bon, c'est un mauvais jeu de mots, mais on est à un tournant pour Carrefour. C'est vrai. Des bonnes rumeurs ce matin de la part du Figaro. Alors, ça n'est que des rumeurs pour l'instant, mais en effet, sur la table, il y aurait ce projet de scission en 3 parties, de démantèlement finalement du groupe et d'introduction sur le marché de sa filière immobilière et la filière également discount avec Dia. Tout à fait. Alors Carrefour Properties immobilière, ça on en parle déjà depuis de longs mois. Oui, c'est un serpent de mer. Avec toujours aussi comme une question fondamentale, puisque le management s'est toujours opposé à la mise sur le marché ou à la scission en tout cas des murs des supermarchés. C'est quand même qu'il doit y avoir une raison, une scission qui est au contraire mise en avant par les actionnaires qui veulent dégager de la valeur. C'est vrai, c'est le point de désaccord en fait entre le management, Lars Olofsson, aujourd'hui, José-Luis Duran précédemment, et Bernard Arnault Economy Capital depuis de nombreuses années. Pourquoi est-ce qu'ils s'y opposent alors que les autres poussent à la roue? Ils ont peur effectivement que peut-être que mettre en bourse la partie immobilière, ça joue effectivement sur les loyers par exemple, et qu'on ait peut-être un effet de compensation pas forcément favorable pour le business de Carrefour. Ce qui compliquerait les mains, parce qu'ils ont déjà une main attachée avec la croissance assez faible de leur supermarché. S'il faut attacher la deuxième avec des loyers, ça limiterait l'espace de jeu, sans doute, on le comprend. Alors pourquoi est-ce que là, malgré tout, le marché achète ces rumeurs une nouvelle fois? Le marché achète parce que ce serait des très bonnes nouvelles pour la valorisation financière future de Carrefour. En effet, Carrefour aujourd'hui valorisé 23-24 milliards d'euros. La partie immobilière est valorisée 11 milliards. Donc on est déjà effectivement dans une relation et un rapport où Carrefour, la maison mère, ne serait valorisée que 9 ou 10 milliards en enlevant la partie Carrefour Dia, partie hyper discount. Donc on voit effectivement qu'on n'achète pas cher. Carrefour, on ne le payerait que 6 fois les bénéfices, ce qui effectivement est très bon marché. Donc il y a un vrai potentiel de revalorisation financière que les analystes fixent à 30-40%. D'accord. Donc, ça, c'est le syndrome qu'on a vu aussi dans d'autres dossiers, comme Accor, qui a finalement cédé ses activités Edenred en bourse. Ou encore d'autres sociétés, même Lagardère qui veut vendre ses magazines. On sent qu'il y a vraiment cette lubie de se recentrer sur un métier unique. C'est vrai que depuis quelques mois, on voit les sociétés qui avant devaient grossir pour bien fonctionner en bourse. Et depuis quelques mois, c'est un peu l'inverse. Il faut être le leader dans son activité et diviser, faire ce qu'on appelle des spin-offs en langage anglo-saxon, pour rediviser et revaloriser finalement le groupe dans une optique moyen-long terme. Mais ça, c'est quand même un mystère de la bourse. C'est-à-dire que la somme, contrairement aux maths, la somme des parties ne vaut pas le tout. C'est-à-dire que le tout vaut moins que la somme des parties. C'est vrai, c'est un petit peu étonnant. Les analystes, les hommes d'affaires, les gérants d'affaires aiment bien faire des opérations justement à aux différents groupes. Et c'est effectivement un petit peu étonnant d'avoir
la somme qui ne correspond pas du tout à la valorisation réelle, mais c'est le jeu aujourd'hui des marchés de mal valoriser parfois ce qu'il a en interne parce qu'il ne peut pas justement C'est moins bien lisible valoriser. en fait. C'est que comptable, c'est pas boursier, donc moins lisible. Si on revient sur le business de Carrefour, hein, un nouveau PDG, Lars Olofsson, qui essaye de repositionner la marque et puis le business, si on tire un premier bilan de son action. Action très difficile. On a connu un mois de novembre-décembre terrible pour Carrefour. Le cours de vitre est passé de 40 à 31, 32 euros. Il y a eu un profit warning, donc des guidance qui ont été abaissés sur les résultats de manière assez surprenante, un mois avant la fin de la clôture de l'exercice 2010, et une provision record encore passée au Brésil, plus de 500 millions d'euros, avec des problèmes financiers, des problèmes de ristourne qui ont été accordés sur la zone brésilienne. Donc deux éléments qui étaient particulièrement difficiles à supporter pour Carrefour. Aujourd'hui, Bernard Arnault, l'actionnaire principal avec Colony Capital, commence à devenir très très impatient sur un dossier sur lequel il perd plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc vous pensez que, enfin c'est la stratégie que vous nous proposez, finalement rejoindre le camp Colony Arnault pour jouer cette partition et éventuellement profiter de ce gain. L'action a déjà décalé lundi matin sur ces rumeurs, elle gagnait 2%. Donc c'est pas trop tard, il faut monter dans le train. C'est pas trop tard, il faut encore monter dans le train justement pour ceux qui ont une vision dynamique, celle qu'on a aujourd'hui. Pour nous, il y a un potentiel de 20 à 30% de revalorisation. Ceux qui sont plus prudents se passeront un petit peu sur repli vers 33, 34, 33, 50. Vous êtes dans quel camp, vous ? Plutôt prendre le train en marche, parce qu'effectivement, ça change complètement la donne. On ne pensait pas que Carrefour Dia serait mis sur le marché, on pensait plutôt à une vente. Là, c'est une très bonne nouvelle de voir qu'effectivement, enfin, les choses bougent chez Carrefour et qu'il y a un vrai potentiel avec cette scission. Bon, si ça a lieu, on rappelle que ça n'est pour l'instant qu'une rumeur. On en saura sans doute plus au cours des séances qui viennent. En tout cas, donc, on rentre en marche et on vise quoi ? On vise 40 € sur le dossier. Merci Cyril. Merci Thomas. À bientôt. La suite des conseils bourse avec Renaud Muraille. Bonjour Renaud. Bonjour Thomas. Alors avant de parler d'Aubet, une SS2I, on va revenir sur le suivi des conseils, quelques valeurs dont on avait parlé récemment. Je vous laisse nous présenter ce suivi. Alors c'est vrai qu'on était rentré sur Hermès dans une logique dynamique entre 140 € et 160 €. Dans la logique, on parle beaucoup de Carrefour et de la famille Arnault, de Bernard Arnault. Forcément, le marché se met à spéculer éventuellement sur des munitions supplémentaires pour renforcer les positions dans Hermès. On avait travaillé Christian Dior. Ça, on garde Hermès. Donc ça, on garde. Ceux qui ont réussi à rentrer vers 140. Oui, la logique trading, c'est 140 on achète, 160 on vend. Christian Dior, donc on reste dans le giron effectivement de Bernard Arnault. C'est du LVMH des côtés. On n'hésite pas à rentrer sous les 100 € et on revend dès que la valeur revient entre 115 et 120 €. D'accord. Groupe Flow aussi, on avait évoqué ce dossier. Groupe Flow qui était repassé à plus de 5 € en tout début d'année sur des notes favorables de brokers. Et la valeur aujourd'hui repère un petit peu de terrain sans qu'il y ait de raison particulière pour expliquer la baisse. C'est plus la faiblesse des volumes, mais c'est un dossier. On accompagne le développement de Groupe Flow plutôt sur du moyen terme que sur du court terme, donc pas dans une logique trading. D'accord. Et Arkema, pour finir ce tour d'horizon des suivis ? Alors, on avait évoqué un point d'entrée autour de 50 €. On revient sur la zone des 50 € aujourd'hui. Les valeurs qui avaient le mieux performé l'an dernier sont les valeurs qui consolident le plus sur le début 2011. Autour de 50 €, ça sera un premier point d'entrée intéressant pour commencer à initier la valeur à l'achat. Bon, alors Aubet, le secteur des SS2I dans son ensemble vous plaît, c'est quelque chose que vous regardez attentivement en ce moment. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un secteur qui a été quand même pénalisé en 2009, à un moment du ralentissement de la crise économique. Les entreprises avaient arrêté d'investir ou avaient ralenti nettement l'investissement. Depuis l'an dernier, ce qu'on observe, c'est une reprise de cet investissement qui, a priori, devrait se confirmer sur l'année 2011. Et on s'intéresse surtout aux petits acteurs du secteur qui nous semblent faiblement valorisés. Vous dites qu'il peut y avoir des mouvements de concentration peut-être qui Alors, repartiraient ? On entend pas mal de choses. On évoquait Sopra, qu'on suit particulièrement. Alors, il y a des rumeurs effectivement d'OPA sur Sopra, il y a des rumeurs d'OPA sur GFI Informatique. Donc vous dites que c'est un secteur qui risque de bouger ? C'est un secteur qui risque de bouger, même si sur Aubet, c'est pas forcément, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas forcément l'argument premier qui nous vient à l'esprit. Ce sont surtout les fondamentaux. Une entreprise qui est jeune, créée en 97, avec un bénéfice qui a augmenté de 50% depuis 3 ans et un cours de bourse qui a quand même pas fait grand-chose. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la clientèle d'Aubet. Là, c'est quel genre de clientèle ? On a affaire à des grosses entreprises, principalement dans le secteur de la finance et des télécoms, mais surtout la finance, donc toutes les grandes banques. Donc qui va mieux aussi ? Voilà, exactement, avec une reprise de l'investissement. Et ça devrait profiter à Aubet.
La publication du troisième trimestre concernant OB était bonne, avec une croissance organique, une croissance interne qui était largement supérieure à l'ensemble du secteur SS2I. On attend la communication du quatrième trimestre 2010 le 8 février après bourse. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Bon, souhaitons-leur. Avec une particularité dans ce business des SS2I, ce qu'ils appellent les centres de services. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce business model? Alors, OB, on est vraiment sur une entreprise très européenne. On n'est pas du tout sur la thématique pays émergent, quoi que ce soit. C'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs. C'est pas tous les petits camarades qui vont chercher la croissance ailleurs. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus parce qu'ils sont très spécialisés en France, en Belgique, au Luxembourg, un petit peu moins en Italie, encore moins en Espagne. Mais il y a vraiment un savoir-faire reconnu avec cette particularité, vous l'avez dit, sur les centres de services où OB n'a pas hésité à délocaliser en Europe ces centres de services pour pouvoir répondre, à la thématique de délocalisation de certaines entreprises françaises, mais aussi à la thématique, tout simplement, la demande d'entreprises européennes. Il est plus facile d'apporter une réponse pertinente quand on est délocalisé dans le pays en question. Il n'y a pas le barrage de la langue, il y a la culture déjà au niveau du pays en question, et puis il y a la réserve aussi au niveau des effectifs et de l'emploi. D'accord, donc ça vous semble un bon point en fait, cette présence géographique ça nous semble proche des clients. Un bon point. Une valo un peu inférieure à 80 millions d'euros, donc on est vraiment dans les small et mid cap. La recommandation par rapport à l'entrée sur cette action, à quel prix rentre-t-on? Entre 5 et 5,50, on est autour de 5,50 aujourd'hui, avec un objectif à 6,50, sachant qu'on a initié la valeur à l'achat vendredi. Vu la faiblesse des volumes, il est probable qu'on était un petit peu à l'origine du mouvement de hausse de vendredi. Donc entre 5 et 5,50 euros, ça nous semble un bon point d'entrée pour viser 6,50. Merci beaucoup Renaud, en tout cas, de nous avoir présenté cette société et puis à bientôt. À bientôt Thomas.